Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, les chemins de la philosophie vous proposent de redécouvrir une série d'émissions sur les métamorphoses d'Ovide. Aujourd'hui, 4e et dernier temps, une aventure du corps avec Hélène Vial. Je me propose de dire les métamorphoses des formes en des corps nouveaux. Ô Dieu, car ces métamorphoses sont aussi votre ouvrage, secondez mon entreprise de votre souffle et conduisez sans interruption ce poème depuis les plus lointaines origines du monde jusqu'à mon temps. Bonjour Hélène Vial. Bonjour. Bienvenue Merci. sur les chemins de la philosophie. Merci beaucoup. Vous êtes maître de conférences de langue et littérature latine à l'université Clermont-Auvergne. Vous avez publié La métamorphose dans les métamorphoses d'Ovide, une étude sur l'art de la variation aux éditions Les Belles Lettres. Et c'est donc avec vous que nous allons conclure déjà cette semaine consacrée aux métamorphoses d'Ovide. On pourrait en parler un mois, voire toute une année. Tellement c'est riche. Oui. Il y a tellement de mythes que nous n'avons pas encore abordés. On vient d'entendre à nouveau, on l'avait entendu lundi dernier pour ouvrir la semaine, et donc la boucle est ainsi bouclée, le tout début du livre premier des métamorphoses. Je me propose de dire les métamorphoses des formes en des corps nouveaux. C'est la seule occurrence du terme de métamorphose dans le texte, et surtout, Hélène Vial, il faut le prendre au sérieux. Ces métamorphoses sont celles des formes en des corps nouveaux. Oui, absolument. C'est une aventure des corps. Et je crois que si les métamorphoses sont une grande œuvre dotée d'une résonance universelle, et s'il y a tellement de monde en 2017 pour célébrer le bimillénaire de la mort d'Ovide, c'est pour ça. C'est parce que c'est un texte qui réalise ce tour de force de dire plus de 200 fois et toujours différemment ce prodige, ce fantasme absolu qu'est la transformation d'un corps en un autre corps. Et ça, le prologue du poème le dit d'une manière absolument claire, et on a longtemps cherché quel était le vrai sujet entre guillemets des métamorphoses en proposant l'amour, la philosophie, la politique, Qui sont aussi etc. présents, hein. Absolument. Et plus récemment, on a pu dire que le vrai sujet des métamorphoses, c'était la poésie elle-même. Tout ça est exact, mais en fait, le prologue nous dit très clairement qu'il s'agit de dire les formes changées en corps nouveaux. Et les deux premiers vers en particulier le disent, puisque ça commence par in noa et en rejet au vers 2, le mot corpora. Il va donc s'agir des corps. La métamorphose des formes en des corps nouveaux, quelles sont ces formes qui ne sont pas encore des corps ? Et ce sont essentiellement des formes humaines. La plupart des métamorphoses racontées par Ovide sont des métamorphoses de corps humains, mais pas seulement. Il y a également des pierres qui deviennent des hommes, il y a des dents de dragon qui deviennent des êtres humains, il y a même des fourmis qui se transforment en hommes, et toutes sortes d'autres métamorphoses, mais le grand centre de gravité, c'est quand même le corps humain. Ce corps humain va être l'objet de nombreuses transformations. Ces transformations d'une espèce à une autre, on dirait aujourd'hui, même si Ovide ne croit pas beaucoup aux espèces, sans doute, mais on dirait d'un homme en un oiseau, en un rocher, en une fleur. Il y a beaucoup de transformations végétales. Sont semble-t-il infinies, puisque ces transformations n'ont jamais vraiment de terme. Et pourtant, ces transformations ne sont pas compréhensibles sans une sorte de substrat, de ligne continue, qui elle dure et qui est l'âme. Il y a une vraie dualité entre le corps et l'âme chez Ovide. Oui, absolument. Ce sont des histoires de corps, mais chez Ovide, le destin des corps est absolument inséparable du destin des âmes. Et d'ailleurs, il y a certaines métamorphoses dont vous avez déjà parlé cette semaine, par exemple la métamorphose d'Actéon, bien sûr, qui suscite un dramatique écartèlement entre le corps qui se transforme et l'âme qui reste intacte. Et Actéon, c'est celui qui est puni d'avoir surpris Diane nue. Oui. Et donc oui, il est puni, absolument. sa punition consiste à être changé en cerf. Changé en cerf, puis déchiré par ses propres chiens qui ne le reconnaissent pas. C'est très cruel, c'est vrai, ça on va le voir. On va prendre un mythe tout de suite pour appuyer nos propos et vos commentaires, Hélène Vial. Alors un mythe, je parlais de cruauté en ce qui concerne Actéon, mais là c'est assez terrible aussi parce que s'il s'agit de Mira qui est folle de désir pour son propre père. Alors
Dites-nous qui est Mira avant qu'on entende son histoire. Alors l'épisode de Mira est l'un des récits chantés au livre 10 des Métamorphoses par Orphée après la mort d'Eurydice, ce qui est en soi intéressant parce que les récits chantés par Orphée ont une valeur réparatrice pour Orphée lui-même, et Orphée va notamment chanter des légendes chypriotes et orientales, parmi lesquelles celle de Mira. Mira est la fille de Cinéras, qui est le roi de Chypre, et elle est tombée follement amoureuse de son propre père. Et Cupidon prend bien soin d'affirmer que l'amour monstrueux de Mira pour son père ne vient pas de lui, mais qu'il a été inspiré à Mira par les Érinies, les déesses infernales, persécutrices, furieuses et vengeresses. Et la monstruosité de cet amour de Mira est soulignée d'emblée par le narrateur qui est Orphée. Alors racontons d'abord ce mythe de Mira interprété dans une adaptation radiophonique de Christian Rhys qui était diffusée en 1996. Donc voici le début de ce mythe et puis ensuite vous entendrez la lecture proposée par Georges Claes. Haïr son père est un grand crime. Mais l'aimer comme fille Mira est un crime plus grand encore. D'abord, elle ignora la véritable nature de ses sentiments. Elle ne pensait pas qu'il fût interdit d'embrasser son père 1000 fois le jour. Cependant, elle s'attachait à lui paraître séduisante, ne s'offrait à ses yeux que fardée avec soin et prenait de l'ombrage quand elle le voyait en compagnie d'une belle femme. Une nuit, elle rêva que Cinyras s'approchait de son lit avec mystère, lui découvrait le sein, près d'elle s'allongeait. Plaisir. Ah, blessures, caresses auxquelles je me suis prêtée excessivement. Que n'ai-je reçu l'existence dans ces pays où la mère peut se livrer à son fils, la fille à son propre père? Que ne fus-je conçue parmi les animaux? La génisse n'est point honteuse de sentir sur ses reins le poids du taureau qui l'a engendré. Et savons-nous seulement ce qui est permis quand les dieux eux-mêmes nous donnent l'exemple de délicieux incestes? La situation mérite attention. Mon enfant, n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. La différence entre Podane qui veut épouser son père et Mira qui veut coucher avec le sien, c'est que Podane a la fée des lilas pour lui expliquer la situation, alors que Mira, elle, est couverte par sa nourrice dans son accouplement avec son propre père, ce qui va donner lieu à une forme de transformation par les dieux qui ressemble fort à une punition. Écoutez. Les désirs de Mira, du moins ses désirs suprêmes, trouvèrent les dieux propices. Car, tandis qu'elle parle encore, la terre recouvre ses pieds, leurs ongles se fendent, et il en sort, s'allongeant obliquement, des racines qui servent de base à un tronc élancé. Ses os se changent en un bois solide où subsiste au milieu la moelle. Son sang devient de la sève, ses bras forment de grosses branches, ses doigts
de petite. Une dure écorce remplace sa peau. Déjà, l'arbre en croissant avait pressé son sein et son lourd fardeau. Après avoir écrasé sa poitrine, il se préparait à recouvrir son cou. Elle ne voulut pas attendre davantage. Allant au-devant du bois qui montait, elle s'affaissa sur elle-même et plongea son visage dans l'écorce. Quoiqu'elle ait perdu avec son corps tout sentiment, elle continue à pleurer, et des gouttes tièdes s'échappent de l'arbre. Ses larmes ont un grand prix. La myrrhe, distillée par le bois, conserve le nom de celle qui la donne. On parlera d'elle dans la suite des âges. Cependant, l'enfant conçu dans le crime avait cru sous les bois et il cherchait une issue par où il pût se dégager du sein qui le portait. Les flancs alourdis de la mère enflent au milieu de l'arbre. Ils se tendent sous le poids de leur fardeau. Elle ne peut plus parler pour exprimer ses souffrances. La voix lui manque au moment d'enfanter pour appeler Lucine à son secours. Pourtant, l'arbre semble faire des efforts. Il se courbe, il pousse des gémissements répétés. Il est baigné d'un flot de larmes. Lucine, avec bonté, s'approche des branches endolories. Elle y porte la main et prononce les paroles qui délivrent les femmes en couche. Alors l'arbre s'entr'ouvre. Par une fente de l'écorce, il rend son fardeau vivant et l'enfant vagit. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et vous venez d'assister à l'accouchement par un arbre d'un enfant qui vagit. Quelle horreur, Hélène Vial, quand même, ce récit de l'accouchement, de la transformation en arbre de Mira, qui n'empêche pas un accouchement qui finit par le vagissement de cet enfant. Oui, il y a quelque chose de monstrueux dans l'ensemble de cet épisode et dans la scène même de la métamorphose. Et comme vous le disiez, cette métamorphose a quelque chose d'une punition. Mais les choses sont toujours complexes chez Ovide. Et la métamorphose de Mira est aussi l'exaucement d'un vœu, d'une prière qu'elle a adressée au Dieu. Et dans laquelle elle dit « Ô Dieu, si vous êtes tant soit peu ouvert aux aveux, j'ai mérité l'affreuse souffrance qui est la mienne, et je ne la refuse pas. Mais, afin que je ne souille ni les vivants en restant dans ce monde, ni mortes ceux qui ne sont plus, chassez-moi des deux royaumes, et en me métamorphosant, refusez-moi et la vie, et la mort. » Et je crois que cette prière fait de Mira l'un des emblèmes les plus forts de ce qu'est la métamorphose pour Ovide, c'est-à-dire le franchissement d'un seuil et l'invention par la poésie d'une troisième voie qui n'est ni la vie ni la mort. Et la métamorphose de Mira va avoir quelque chose d'une mort et même d'un suicide, puisqu'il y a ce très beau passage vers la fin où elle accélère sa propre métamorphose en plongeant son visage dans l'écorce qui montait le long de son corps. Donc c'est une forme de mort, mais c'est aussi l'accession à une autre forme de vie qui aura sa beauté, qui aura sa noblesse, celle des larmes de myrrhe qui continueront de couler. Et puis il y a aussi une autre forme de beauté qui naît du corps de Mira, c'est son fils Adonis qui va incarner la beauté elle-même. C'est ça, cette fin n'en est pas une. C'est là où Oui. on comprend tout le sens même de la transformation, de la métamorphose. Vous voyez, c'est une autre voie entre la vie et la mort. C'est une manière de mettre un terme à une situation sans mourir. C'est ça, c'est une solution qui est trouvée. Parfois par les dieux, parfois par l'être métamorphosé lui-même, comme ici Mira qui le demande. C'est une solution qui est trouvée pour une situation bloquée, pour une impasse existentielle qui ne peut se résoudre ni dans la vie, ni dans la mort. Ce désir que vit Mira pour son père, elle en est profondément coupable. Et c'est pour cela qu'elle veut changer de corps et changer d'état. Cette culpabilité, comment il faut la comprendre? Est-ce qu'il y a une forme de moralité de la part d'Ovide? Je suis pas sûre qu'Ovide se situe dans une optique morale. Il y a chez lui toute une réflexion qui est menée par les personnages sur les implications et parfois sur la monstruosité de ce qu'ils ressentent. Et Mira s'inscrit dans toute une chaîne en fait de personnages dont l'objet de passion
pas le bon, notamment parce que cet objet est trop semblable à eux. Par exemple, Mira, amoureuse de son père, Byblis, amoureuse de son frère jumeau, Narcisse, amoureux de lui-même, bien sûr. Et tous ces personnages souffrent profondément d'un état qui est un état de déchirement et de conscience extrêmement douloureuse de l'impossibilité qu'il y a à réaliser la passion qui est la leur. Et on voit l'héritage qui sera celui d'Ovide plus tard, au XVIIe siècle notamment, dans les tragédies de Racine, qui peut dépeindre exactement les mêmes situations. Mais cette fois-ci, il n'y a plus les dieux qui proposent une transformation, donc on parle vraiment de tragédie. Quand chez Ovide, on est dans une forme de poésie. Oui, absolument. Ovide est très marqué par l'écriture tragique. On sait qu'il avait écrit lui-même une tragédie, une Médée, hélas perdue. Et la possibilité de la tragédie affleure très souvent dans l'écriture poétique des Métamorphoses, mais sans jamais se réaliser complètement. Et pour cause, les Métamorphoses ne sont pas une tragédie, c'est une épopée. Et l'épopée continue, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il y a toujours des aventures. C'est-à-dire une aventure ne se termine jamais complètement. On retrouve des personnages plus tard et la filiation, l'arbre généalogique est tel au sein des Métamorphoses qu'on recroise en permanence les mêmes personnages. Oui, et c'est pour cela que le monde des Métamorphoses d'Ovide est tellement vivant encore 2000 ans après. C'est parce que il est fondé sur une circulation permanente de la substance mythique. Effectivement, rien ne s'arrête jamais. Tout continue, tout communique. C'est ce qu'Italo Calvino appelait les indistinti confini, c'est-à-dire l'indistinction des limites, l'indistinction des frontières. C'est le principe même de la métamorphose et c'est le principe même de cette circulation permanente de la sève mythique qui fait que c'est un récit qui peut être pris par chacun de ses bouts, si je puis dire, et qui recommence sans cesse, qui peut toujours recommencer. Cette vision du monde ainsi pensée, cette forme de cosmogonie où tout est lié, où il y a comme une substance, vous parlez de substance mythique, mais comme une sève qui coule dans les corps humains, divins, les végétaux, les minéraux, et qui propose un monde bien uni, n'a pas pour conséquence de mépriser ou passer sous silence ce qui relèverait d'une forme de psychologie humaine. Au contraire, on a pu le voir chez Mira, le mythe de Narcisse le montre très bien aussi. Oui, absolument. Le mythe de Narcisse est certainement l'un des archétypes, l'un des centres de gravité de ce poème. Narcisse est sans doute l'un des personnages centraux des Métamorphoses. Il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal là-dedans, puisque Ovide ne nous raconte pas en détail la métamorphose de Narcisse. Il nous dit simplement qu'après sa mort, on a retrouvé une fleur à la place de son corps. Mais l'histoire de Narcisse, et en particulier le monologue de Narcisse, font de cet épisode un point véritablement nodal de la conception ovidienne de la métamorphose, parce que ce monologue est entièrement fondé sur la tension insoluble, sinon par la métamorphose finale, justement, entre le même et l'autre. Et ça, c'est toute l'histoire du poème d'Ovide. Le récit, on peut connaître l'histoire de Narcisse, et tout le monde la connaît, puisque c'est devenu un adjectif aujourd'hui, mais le récit par Ovide de Narcisse est époustouflant. Écoutez un extrait. Depuis l'aube, Narcisse a chassé sous un ciel plein de flammes. Vers le déclin du jour, las de ses cruels travaux, il arrive près d'une fontaine, se couche à plat ventre sur la rive et, pour apaiser sa soif, approche sa bouche de l'eau. Mais une autre soif vient le dessécher. Cependant qu'il boit, son visage frissonnant lui apparaît dans le miroir liquide. Aussitôt, il aime et veut étreindre ce jeune frère des naïades qui le regarde avec des yeux de désir. Il est penché sur son amant fluide, et ni le sommeil, ni la faim ne peuvent l'arracher à sa contemplation. Et voici la seconde nuit que Phébé se lève sur l'extase de Narcisse. Alors il se redresse, étire ses bras engourdis, et parle douloureusement aux arbres pleins de lune. Chers arbres, dans vos 2 siècles d'existence, avez-vous déjà vu un amant aussi malheureux que moi? J'idolâtre un objet ravissant. Il n'y a entre nous ni mer, ni montagne, ni forteresse, un peu d'eau seulement me sépare de lui. Et cependant,
mes baisers ne peuvent l'atteindre. Encore si mon ardeur lui était importune, mais non. Chaque fois que je me penche sur l'eau pour le saisir, il se rapproche de moi. Ses yeux semblent pleins d'amour et me promettent je ne sais quels enchantements. Quand je lui tends les bras, il me tend les bras. Quand je lui souris, il me sourit. Et, si j'en puis juger par les mouvements de sa bouche, il me parle quand je lui parle. Et cet enfant, c'est moi. Les charmes que les nymphes adoraient, je les adore à mon tour. Et que ne puis-je me séparer de mon corps pour en jouir ensuite? Hélas, c'est impossible, et j'en mourrai. Et je sais que mon bien-aimé mourra en même temps que moi. Les derniers mots que Narcisse prononça en regardant la fontaine furent « Ah, enfant que j'ai tant aimé ». Adieu. Alors les yeux du jeune homme s'éteignirent pour avoir trop admiré leur propre beauté, et sa tête morte tomba sur le gazon. On dit que les dryades, qui avaient préparé le bûcher et la torche, trouvèrent à la place de son corps une fleur inconnue, jaune dans son milieu et environnée de pétales blancs. Et ainsi Narcisse devint fleur. Hélène Vial, quel récit! Oui, c'est vraiment un récit extraordinaire qui culmine dans ce monologue de Narcisse. Et ce monologue a lui-même, selon moi, un point culminant. C'est dans le vers 463 quand Narcisse dit « iste ego sum ». C'est une formule qui est très difficile à traduire, mais qui veut dire littéralement « lui, c'est moi » ou « toi ». C'est moi. Et c'est le moment de la prise de conscience, mais c'est aussi le moment de la scission. Et cette scission, elle est complètement emblématique de l'ensemble du poème d'Ovide, parce que Narcisse comprend que sa passion porte sur lui-même, et que cet enfant dont il est tombé amoureux dans le reflet que lui offre l'eau, c'est lui, et que donc cette passion est impossible parce qu'elle ne comporte pas l'altérité nécessaire à l'amour. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans presque chacune des histoires passionnelles qui finissent mal. C'est l'absence d'altérité. Oui. Mais là où Ovide est très fort, c'est qu'il ne le dit jamais comme tel. C'est le lecteur qui s'en rend compte au fur et à mesure des aventures. Oui, et le iste ego sum est l'un des moments où Ovide le dit le plus explicitement. Mais effectivement, la plupart du temps, ça n'est pas dit comme ça. Et c'est ce qui va consumer Narcisse jusqu'à l'abolition de soi. C'est cette impossibilité qui va conduire à sa mort et à sa métamorphose. Mais la passion de Narcisse lui survivra, puisque Ovide a cette très belle remarque qui est que même aux enfers, il continue à se regarder dans l'eau du Styx. C'est ça, il faut éviter aussi de trop psychologiser ce mythe en faisant le Narcisse actuel, celui qui ne peut, qui préfère son image à lui-même. Le récit que donne Ovide, mais encore, c'est en 3 pages, hein, c'est assez bref et vraiment fulgurant. C'est celui d'abord d'une vraie rencontre entre Narcisse et un visage dont il ne sait pas que c'est le sien, que c'est son propre reflet. Et l'amour naît de la contemplation de ce visage, et quand il s'adresse à lui, parce que dans le texte d'Ovide, c'est le tu, il s'adresse directement à ce reflet, il prend conscience alors que c'est lui-même et il sait qu'il est perdu. Il n'y a aucune, disons, jouissance narcissique c'est le terme qu'on emploierait aujourd'hui pour parler de narcissisme. On n'est pas du tout là-dedans, au contraire. Non, Narcisse est un personnage qui s'intègre pleinement dans le monde des métamorphoses. En fait, c'est un personnage comme les autres, d'une certaine manière, si ce n'est que les choses sont plus explicites dans l'épisode de Narcisse que dans d'autres, mais il s'insère véritablement dans une lignée, la lignée dont je parlais tout à l'heure, celle de ces personnages qui sont amoureux de quelqu'un qui est trop proche d'eux pour que cette passion puisse se réaliser. Et au-delà même de ces personnages, Narcisse s'intègre dans l'immense cortège des personnages des métamorphoses, et pour qui la seule solution va être finalement ce dosage extrêmement précis, réévalué pour chacun entre le même et l'autre, ce dosage qui est la métamorphose du corps.
Et qui est le seul remède à la passion, parce que finalement c'est ça qui meut chacun des personnages dont nous parlons. Oui, absolument. La passion amoureuse dévorante. Oui, passion amoureuse ou autre passion d'ailleurs, parce qu'en réalité il y a toutes sortes de passions qui se croisent dans les Métamorphoses d'Ovide, et c'est un texte qui peut se lire comme une histoire des passions humaines. Il y a eu beaucoup de réécritures des Métamorphoses d'Ovide au fil des siècles, et il y a un auteur qui assez récemment a très bien perçu, qui a admirablement saisi cette puissance de la passion dans les Métamorphoses. C'est le poète anglais Ted Hughes, auteur en 1997 de Contes d'Ovide, qui réécrivent un certain nombre de passages des Métamorphoses d'Ovide, et qui les réécrivent dans cette perspective de la passion qui va s'imprimer dans les corps, avec toute la cruauté, toute la sauvagerie, mais aussi toute l'euphorie de ce transfert de la passion dans un corps. Et Ted Hughes écrivait que par-dessus tout, Ovide avait été captivé par la passion, et par ce qu'est une passion pour celui qui en est possédé, et pas par la passion au sens ordinaire du terme, mais par la passion poussée à l'extrême, la passion paroxystique, celle qui va provoquer le basculement d'une forme en un nouveau corps. Mira était transformée en arbre, Narcisse est transformé en fleur, couleur de safran, dont le centre est entouré de blancs pétales. On reconnaît le narcisse aujourd'hui, puisqu'il a donné son nom à la fleur. Mais parfois, les corps se transforment, non pas en une autre espèce, une autre manière d'exister, mais un autre sexe. C'est le mythe de Tirésias, dans lequel on apprend que Tirésias a vécu 7 ans dans le corps d'une femme, ce qui finalement va déplaire à Junon. Écoutez pourquoi. Assurément, dit Jupiter à Junon, vous ressentez bien plus profondément le plaisir que le sexe masculin. Elle le nie. Il convient de consulter le docte Tirésias, car il connaissait les plaisirs des deux sexes. Un jour que 2 grands serpents s'accouplaient dans une verte forêt, il les avait frappés d'un coup de bâton. Alors, ô prodige, d'homme, il devint femme, et le resta pendant 7 automnes. Au 8e, il les revit. Si les coups que vous recevez, leur dit-il, ont assez de pouvoir pour changer le sexe de celui qui vous les donne, aujourd'hui encore je vais vous frapper. Il frappe les 2 serpents. Aussitôt, il reprend sa forme première et son aspect naturel. Donc, pris pour arbitre dans ce plaisant débat, il confirme l'avis de Jupiter. La fille de Saturne, en ayant éprouvé à ce qu'on assure un dépit excessif, sans rapport avec la cause, condamna les yeux de son juge à une nuée éternelle. Mais le Père Tout-Puissant, car aucun Dieu n'a le droit d'anéantir l'ouvrage d'un autre Dieu, en échange de la lumière qui lui avait été ravie, lui accorda le don de connaître l'avenir et allégea sa peine par cet honneur. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, la révélation par Tirésias de la supériorité, ou soi-disant supériorité de la jouissance féminine, Hélène Vial. Je dis soi-disant parce que ce texte a une postérité, notamment chez Lacan, qui en parle dans un de ses séminaires, pour justifier l'affirmation selon laquelle la femme, qui est l'autre avec un grand A, eh bien, aurait une jouissance sans doute supérieure à celle de l'homme, mais c'est pas très clair. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que Junon punit Tirésias? Est-ce que parce qu'il révèle la supériorité de la jouissance féminine, puisqu'il a été femme 7 ans, donc il sait de quoi il parle, ou est-ce au contraire par jalousie, parce que peut-être que Junon ne jouit pas du tout comme Tirésias, et qu'elle lui en veut de faire croire que les femmes jouissent mieux que les hommes? C'est bien possible, le texte ne le dit pas, hein. Ovide laisse planer exprès l'ambiguïté sur cette source de l'étrange colère de Junon. Oui, absolument. Alors Tirésias est un personnage qui est extrêmement intéressant, et ce qu'en fait Ovide est aussi extrêmement intéressant. C'est un personnage qui est déjà très riche littérairement, puisque il apparaît à Ulysse au chant 11 de l'Odyssée lors de l'évocation des morts. C'est un personnage qui joue aussi un rôle essentiel dans l'Édipe roi de Sophocle, où pressé par Édipe, il révèle de manière voilée la vérité. Et puis c'est un personnage intéressant pour un poète comme Ovide, parce que c'est un devin.
et dont la parole est donc porteuse d'une vérité sur l'avenir, ce qui lui confère une affinité toute particulière avec la figure du poète. Et d'ailleurs, en latin, c'est un même mot, le mot vates, qui désigne le devin et le poète. Et dans l'épilogue des Métamorphoses, Ovide va dire s'il y a quelque chose de vrai dans les prédictions des poètes, vatum, je vivrai après ma mort grâce à mon œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que Tirésias va acquérir chez Ovide une histoire bien à lui. Alors, il va intervenir comme devin au livre 3, puisqu'il va prophétiser successivement le destin de Narcisse et le destin du roi Pynthée, mais Ovide lui donne aussi une histoire à lui. Et cette histoire est extrêmement singulière, puisque d'abord c'est une forme très particulière de métamorphose, le changement de sexe, qui intervient très peu en fait dans les métamorphoses. Il y a, je crois, seulement trois autres épisodes. C'est un cas également très rare de métamorphose réversible. Tirésias devient femme, puis redevient homme. Il y a une sorte de double traversée du miroir, avec ce que cela a d'initiatique. Et puis cette métamorphose de Tirésias est liée au motif de la vision et du savoir, de la vision de quelque chose d'interdit ou de quelque chose qu'il ne faut pas dire. Et ça, c'est un motif qui est très présent dans les métamorphoses, en particulier dans ce livre 3. C'est un motif qui ressurgira aussi lors de la relégation d'Ovide et qu'on retrouvera beaucoup dans les Tristes et les Pontiques. Qui sont les textes qu'il a écrits après les Métamorphoses, voilà, quand il était en exil. Voilà, à la fin de sa vie, il dira pourquoi ai-je vu quelque chose, et il s'inscrira dans cette chaîne de personnages qui ont vu quelque chose qu'il n'aurait pas fallu voir. Et Tirésias fait partie de ces personnages. Il a vu la vérité du plaisir sexuel, un sujet hautement périlleux, notamment pour une déesse aussi jalouse, violente et susceptible que Junon. C'est un récit qui est intéressant parce qu'il est tout en renversement du regard et du savoir. C'est pour avoir vu les deux serpents que Tirésias connaîtra le plaisir des deux sexes. Ce savoir lui fera perdre la vue, mais sa cécité sera compensée par la prescience de l'avenir, qui constitue une forme supérieure de savoir et aussi de vision. Donc c'est un mythe qui est tout en basculement, tout en compensation. Et tout ça en 15 lignes. Oui. C'est pour ça que ce mythe est particulièrement intéressant, très emblématique du texte des Métamorphoses d'Ovide, parce que là, en 15 lignes, on a l'histoire de Junon et de Jupiter, l'histoire de Tirésias qui est d'homme est devenu femme, puis de redevenu homme, la punition de Junon, on apprend pourquoi Tirésias ne voit pas, et on apprend que le don de voir, de connaître l'avenir est en fait une compensation de sa cécité. Oui. Oui, et voilà comment Ovide règle son sort à un personnage mythique. Ouais. Et tout cela étant en plus inséré dans un livre 3 qui est entièrement fondé sur cette idée des limites que la divinité impose à l'homme de ne pas franchir dans le domaine du savoir sur l'homme, précisément, de la connaissance de soi. Oui, et le texte le dit bien, parce qu'en plus c'est un texte, on l'a entendu, extrêmement clair et simple, donc et d'une richesse inépuisable. La fille de Saturne, donc c'est Junon, ayant éprouvé à ce qu'on assure. Donc c'est-à-dire il invoque un témoin imaginaire, il fait souvent un ça. Dépit excessif sans rapport avec la cause, condamna les yeux de son juge à une nuit éternelle. Là où il est très fort, encore une fois, c'est que contrairement à Lacan, il ne tranche pas. Il dit c'est sans rapport avec la cause. On ne connaît pas la cause de sa colère, mais voici la conséquence. Oui, Ovide emploie pas mal de formules de ce genre-là qui introduisent toujours un petit écart, une petite distance par rapport à ce qu'il dit, à ce qu'on croit, à ce qu'on rapporte, sans rapport avec la cause, etc. Il ne tranche jamais, il nous laisse entièrement libres. Et il cède volontiers la parole d'ailleurs. Oui. À d'autres narrateurs que lui-même. Oui. L'une des choses particulièrement frappantes dans la structure très complexe, très arborescente des Métamorphoses, c'est ce phénomène de délégation quasiment permanente de la parole qui se fait, qui ressemble parfois à une poupée russe, parce qu'il délègue parfois à un narrateur, qui délègue encore à un autre, puis à un autre, etc. Et la délégation maximale de la parole, c'est au livre 10 avec le personnage d'Orphée qui apparaît comme un alter ego du poète-narrateur. Restons au livre 3 encore un instant, mais on va changer complètement d'ambiance et de métamorphose, puisque jusqu'à présent on parlait de métamorphose individuelle, de Myrrha en arbre, de Narcisse en fleur, de Tirésias d'homme en femme, puis de femme en homme. Ici, il s'agit de la transformation des matelots tyrrhéniens par Bacchus. C'était une transformation
collective. Le texte était absolument fascinant. On va l'entendre dans un instant, mais Hélène Vial, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments pour savoir à quoi il faut faire attention en écoutant ce texte? Peut-être qui sont ces matelots tyrrhéniens? Alors, c'est une histoire un petit peu tortueuse. Ça se passe donc au livre 3, qui est un livre qui se passe à Thèbes. Thèbes étant une sorte d'épicentre mythique. Et c'est un lieu, Thèbes est un lieu qui est particulièrement chargé et mythologiquement parlant. Donc dans ce livre, Ovide nous raconte les histoires de Cadmus, d'Actéon, de Sémélé, de Tirésias, donc de Narcisse et du roi Pynthée. Et c'est dans l'histoire du roi Pynthée que s'insère ce petit passage des pirates tyrrhéniens transformés en dauphins. Et ce passage est l'une des illustrations de la puissance du dieu Bacchus, qui apparaît ici comme un dieu très ovidien, si je puis dire, parce que sa présence s'accompagne toujours d'un effacement des frontières et d'une ouverture de toutes les possibilités de métamorphose. Et ce passage est raconté au roi Pynthée qui refuse de croire à la puissance de Bacchus. Raconté par Acétès. Raconté par Acétès, dont on se rend compte qu'en fait c'est Bacchus, hein, c'est une figure de Bacchus. Et il y a plusieurs personnages comme ça qui interviennent successivement pour essayer d'ouvrir les yeux au roi Pynthée sur l'existence et la puissance de Bacchus dans ce récit-là. Écoutons ce récit de transformation des pirates en dauphins par Bacchus. Je jure que mon récit est aussi vrai qu'il est peu vraisemblable. Notre navire s'arrêta sur les eaux, immobile comme s'il eût été à sec dans une rade. Les autres, étonnés, persistent à frapper la mer avec leurs rames. Ils déploient les voiles et s'efforcent de continuer leur course par ce double moyen. Mais des tiges de lierre embarrassent les rames, leurs nœuds s'enroulent et serpentent de toutes parts, et la couleur de leurs pesants corymbes se détache sur celle des voiles. Le dieu lui-même, le front ceint de rameaux de vigne chargés de raisins, brandit une lance voilée de pampres. Autour de lui sont couchés, apparitions illusoires, des tigres, des lynx et des panthères féroces au corps tacheté. Les matelots se sont jetés à la mer, sous l'empire de la folie ou de la terreur. Le premier, Médon, est devenu tout noir et son dos se soulevant s'est plié en forme d'arc. Alors Lycabas se met à lui dire « Par quel miracle es-tu ainsi transfiguré ?» Tandis qu'il parlait, sa bouche s'élargit, son nez se courbe, sa peau durcie se couvre d'écailles. Libis voulait retourner les rames qui résistaient. Il a vu ses mains se contracter et se rétrécir. Ce ne sont plus des mains, on ne peut plus les appeler que des nageoires. Un autre cherchait à tendre les bras vers les câbles où le lierre s'était enlacé. Il n'avait plus de bras. Il se termine par une queue en faucille qui rappelle les cornes sinueuses de la demi-lune. Ils bondissent de tous côtés et font jaillir autour d'eux une abondante rosée. Ils émergent de nouveau, puis ils plongent encore sous la plaine liquide. On dirait qu'ils forment en se jouant des chœurs de danse. Leur corps se livre à de fougueux ébats. Ils aspirent l'eau de la mer et la rejettent en soufflant de leurs larges narines. De 20 hommes que nous étions tout à l'heure, car c'était là le nombre de ceux qui montaient dans le navire, je restais seul. J'étais épouvanté, glacé, frissonnant, à peine maître de moi. Le Dieu me rassure par ses paroles. Chasse de ton cœur toute crainte et dirige-toi vers Dia. Débarqué dans cette île, je me suis voué à Bacchus et je célèbre ses mystères. C'est la langue d'Ovide, ou plutôt la plume d'Ovide, qui décrit par son rythme le mouvement des dauphins qui sautent et plongent dans l'eau. Hélène Vial, ça qui est stupéfiant dans ce texte, on a vraiment une danse visuelle et écrite même. Oui,
vraiment l'un des passages les plus éblouissants poétiquement de tout le poème, avec une description qui exploite complètement le caractère collectif de la métamorphose en nous donnant une vision en quelque sorte stroboscopique de cette métamorphose, avec des bouts de corps, des fragments de corps des uns et des autres. Et c'est à nous, lecteurs, qu'il revient de reconstituer progressivement dans notre lecture le corps qui est en train de se former, qui est le corps du dauphin. Et c'est une description qui est tout entière fondée sur le mouvement, et en particulier sur le dynamisme du saut. La première étape de la métamorphose, ce sont les pirates qui sautent du bateau, ex siluere en latin, et tout le passage se fonde sur ce dynamisme du mouvement, du saut, et également sur des notations de lumière. Et mouvement et lumière se croisent merveilleusement dans cette construction fragmentée du récit, avec des éclats de corps transformés que nous, lecteurs, sommes incités à reconstituer. Il y a quelque chose de violent dans cette métamorphose aussi. Il y a quelque chose de dramatique, mais tout est emporté par le ludisme fondamental de l'écriture d'Ovide, qui va épouser jusque dans le moindre terme employé les jeux des dauphins dans l'eau et l'exultation au sens propre, c'est-à-dire le saut, mais aussi la joie, l'euphorie de ces dauphins qui s'ébattent finalement joyeusement dans l'eau. On est vraiment là dans la part dionysiaque, bachique, justement, de l'inspiration ovidienne. Très très beau texte. C'est-à-dire que cette transformation n'est pas simplement corporelle, puisque Ovide va jusqu'à dire qu'ils aspirent l'eau de la mer et la rejettent en soufflant de leurs larges narines. Et donc, en fait, ils aspirent l'eau de la mer, on lit presque qu'ils aspirent à l'eau, qu'ils sont vraiment devenus dauphins, comme si là, pour le coup, leur âme aussi était devenue aquatique. Ah oui, ce récit-là fait partie des récits dans lesquels Ovide ne dit rien de particulier sur le destin de l'âme. Ouais. Ça arrive aussi. Ovide ne donne jamais une réponse univoque en ce qui concerne le devenir des âmes. Quelquefois, il y a un écartèlement dramatique. Quelquefois, l'âme d'un personnage va venir se matérialiser dans son corps, comme la férocité de Lycaon au livre 1, dans le corps du loup qu'il va devenir. Ici non. Il ne dit rien de particulier, il nous laisse sur cette image des sauts joyeux, des dauphins dans l'eau, et des dauphins qui vont épouser l'élément marin, et on reste finalement sur cette vision qui est une vision du monde aussi. Vous parlez de l'élément marin, cette vision du monde, elle est extrêmement modulable, changeable, liquide même on pourrait dire. Hein. Oui. Ce n'est pas anodin que cette transformation ait lieu dans la mer, dans cet élément qu'est l'eau et qui n'est jamais stable, qui n'est jamais figé. Oui, l'élément marin et d'une manière plus générale l'élément liquide est un élément qui, je crois, intéresse particulièrement le poète qui est Ovide, parce que c'est un élément en perpétuel changement. Et cette idée-là s'étend en fait à toute la conception ovidienne du monde. C'est une vision du monde que nous donnent les métamorphoses, une vision dont l'unique loi, dans laquelle l'unique loi du monde est celle de la transformation. Et avec cette idée, j'évoquais les frontières indistinctes tout à l'heure et l'expression employée par Calvino, cette idée qu'à chaque instant, les limites entre les éléments, les règnes, les espèces sont susceptibles de s'effacer pour donner naissance à autre chose. Alors ça, c'est particulièrement incarné dans l'élément liquide. Vous disiez que dans ce récit, on ne savait pas trop ce qu'il advenait aux âmes de ces corps changés en dauphins, mais si on s'arrête un instant quand même sur le devenir des âmes, si l'âme est stable quand les corps se transforment, l'âme est spectatrice de ce qui lui arrive. Est-ce qu'Ovide fait un sort à ces âmes qui peuvent aussi, qui se regardent changeants, qui peuvent vivre comme une punition, même ce qu'ils avaient souhaité, mais peut-être pour se punir eux-mêmes. La dimension tragique est peut-être du côté des âmes, non ? Oui, c'est souvent le cas. Il y a un certain nombre de métamorphoses qui sont rendues extrêmement douloureuses et à la limite du tragique, précisément par cet arrachement à soi-même, qu'est l'écartèlement entre le corps altéré et l'âme qui reste la même. Il y a deux passages en particulier qui illustrent ce phénomène. C'est la métamorphose de Callisto en ours au livre 2
Et la métamorphose, bien sûr, d'Actéon en sert au livre 3 avec des formulations très similaires qui disent que l'âme est restée la même et que on a donc la vision presque insoutenable pour le lecteur aussi d'un être qui est complètement écartelé entre son corps et son âme et qui se regarde lui-même dans cet état de scission. Est-ce qu'il y a des exemples au contraire de grande harmonie entre l'âme et le corps ? Oui, la métamorphose est souvent ça, en fait. La métamorphose est souvent l'impression, la matérialisation d'une âme, de ce qu'elle est profondément ou d'un certain état qu'elle a connu dans un corps. Il y a beaucoup de métamorphoses qui consistent dans ce processus qui consiste finalement à devenir soi-même. Et les personnages qui deviennent eux-mêmes par leur métamorphose sont, me semble-t-il, assez majoritaires. Par exemple, Narcisse, on peut voir la transformation de Narcisse en fleur, non pas comme une punition, mais comme un devenir lui-même. C'est-à-dire qu'il a toujours été fleur et c'est à l'occasion de la rencontre avec lui-même qu'il peut le devenir en acte. Oui, on peut voir cette transformation comme ça, celle-là et bien d'autres aussi. Et la transformation de Mira, dont on parlait tout à l'heure, est aussi une forme de réconciliation de Mira avec elle-même, et aussi c'est une punition en un sens, mais c'est aussi un ennoblissement et une sublimation de ce qui a constitué le cœur de l'histoire de Mira, c'est-à-dire cette passion qu'elle a eue pour son père. Et Ovide dit d'ailleurs que la seule chose qui reste finalement de son corps d'avant, c'est la moelle, la médulla, c'est-à-dire le cœur de ce qu'elle était, mythologiquement parlant, c'est-à-dire cette passion incestueuse pour son père, et je pense que on peut le dire également de Narcisse. Oui. Près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, près de l'eau de la fontaine, se trouve ma mécène que j'aime autant que les arbres, le vent qui battent le temps d'une mesure. Et au fur et à mesure que le chant avance, la faune et la flore, les métaphores entrent en transcendance, en transformation, en Dieu des dieux, Dieu du feu, Dieu de toutes les fibres, il est beau le bruit du bois, il est beau le bois, il est beau, 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 il est beau le bruit du bois, il est beau. Il est beau le bruit du bois, les transformations de Dick Annegarn pour conclure cette émission et cette série d'émissions d'ailleurs sur les métamorphoses d'Ovide en votre compagnie, Hélène Vial. Un grand merci à vous d'être venue nous transmettre votre plaisir de parler d'Ovide. Merci beaucoup. J'en parlais avec les invités de cette semaine, j'ai l'impression que tous ceux qui travaillent sur Ovide sont complètement ensorcelés par Ovide. C'est un poème dont on ne se lasse pas et c'est un poème avec lequel on vit pleinement, y compris dans son corps. Ça s'entend d'ailleurs, donc merci d'être venu nous transmettre cette passion, Hélène Vial.